Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors êtes-vous prêt à trouver un club ? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Eh bien, la 6e édition du festival Tous en Selle débute le 11 novembre. Pour ça, pour réserver votre place, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et il y aura probablement une date proche de chez vous puisque une cinquantaine de dates, en France mais aussi en Europe, sont disponibles. Pour cela, allez sur le site tousencelle.eu et puis que ce soit à Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Lyon, il y aura probablement une date pour vous. Pour ma part, je serai au Grand Rex à Paris le 28 novembre. Alors aujourd'hui, j'ai le chroniqueur dans l'atelier, JP, ça va JP? Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances, JP? Courtes mais bonnes, en Bon, effet. elles sont déjà loin. Elles sont déjà loin. Alors si JP est avec moi, on va aller dans l'atelier de JP. Aujourd'hui, on va parler d'un matériau qui fait son grand retour dans le monde, particulièrement dans le bikepacking, mais aussi les passionnés du vintage, des voyageurs au long cours vont apprécier, qu'est l'acier. Alors, dans les matériaux modernes, tels que l'aluminium, le carbone, le titane, qui dominent éventuellement le marché, mais ça, on va en parler, tout dépend des avis. On en a déjà parlé avec JP. L'acier semble reprendre ses lettres de noblesse. Alors, qu'est-ce qui justifie son retour? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? C'est ce qu'on va vous détailler dans ces épisodes. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, JP, puisque au moment où on enregistre, on prépare cette saison 2, le Tour de France vient se terminer. Est-ce que le vainqueur du Tour de France, un jour, roulera en acier? Déjà, je veux dire que je suis ravi d'entamer cette saison 2 avec un sujet sur les matériaux et notamment sur l'acier qui me tient à cœur particulièrement parce que tu sais que moi je fabrique des vélos en acier. On va y venir, on va en parler bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors pour répondre à ta question, non, je ne pense pas qu'un Tour de France sera à l'avenir gagné sur un vélo en acier, tout simplement parce que c'est pas une question de matériaux, c'est même pas une question réelle d'efficacité ou de performance, c'est avant tout une question financière, de marketing et de communication qui conduit le choix des vélos et le choix des équipes ou le non-choix des équipes, puisqu'ils choisissent un partenaire qui lui impose son matériel. C'est plutôt comme ça les coureurs que n'ont ça pas se le passe. choix de leur matériel. Voilà. Voilà, les gens qui nous écoutent, qui pensent que Pogacar a choisi sa selle ou a choisi ses lunettes. Non, ça lui est imposé par des contrats de sponsoring. Voilà, donc les Tours de France continueront de se gagner avec des vélos en carbone, d'ailleurs, donc ça ne sera pas non plus gagné par un vélo en aluminium et ça ne sera pas non plus gagné par un vélo en titane, ou en tout cas, il y a vraiment très très peu de chance. Je trouve qu'il y a une vraie évolution sur le... Alors je ne sais pas si c'est l'impact de la Formule 1 qui vient mettre son expérience dans les vélos, mais je trouve que les vélos sont... déjà, Colnago, tu as bien vu le vélo Colnago, l'évolution. Trek également, Cervélo. Je trouve qu'il y a une vraie évolution et est-ce que ça a un impact sur les moyennes? Parce que si on parle des moyennes réalisées... Encore hier, tu vois, j'ai été roulé, j'étais à 55 en descente, et je me dis, en fait, c'est la moyenne que Van Der Poel à 50 est capable de tenir sur 5 heures. Donc ça va très, 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 très vite. Est-ce que c'est l'impact des, je ne sais même pas si on peut dire des cockpits, mais c'est des vélos qui sont moulés en carbone, très aérodynamiques. Est-ce qu'il y a un vrai impact sur ça? En tout cas, qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution de la géométrie du vélo? En l'occurrence, toute modification a un impact, d'accord? La question, c'est pas de dire est-ce que ça change quelque chose ou pas. Ça change quelque chose. Si on change visuellement, il y a forcément un impact. La question est toujours la même, c'est est-ce que cet impact est sensible? Est-ce qu'il est sensible pour la personne qui roule? Est-ce qu'il est sensible pour la personne qui chronomètre? Est-ce qu'il est sensible seulement dans un laboratoire? Est-ce qu'il est sensible dans la vie réelle? C'est tout le temps la même question dès lors qu'on parle de changer quelque chose sur un vélo ou sur un système mécanique quel qu'il soit. Est-ce que l'augmentation des moyennes qu'on constate aujourd'hui sur le Tour de France et sur le dernier, à l'heure où on se parle, il s'est achevé hier, voilà. Est-ce que c'est le matériel qui prend la plus grande part de responsabilité dans cette évolution des moyennes? Je ne pense pas, c'est mon avis. Est-ce que c'est l'évolution des humains qui sont sur les vélos, ou pour certains diraient des surhumains qui sont sur les vélos, qui jouent le plus grand rôle? Je pense que oui.
Voilà. Ça sera des expériences à faire, hein. D'ailleurs, est-ce que en changeant le vélo, en mettant un vélo plus basique, est-ce que en mettant un vélo en acier, pourquoi pas, est-ce que on obtiendrait le même résultat, un résultat extrêmement différent ou pas, en conservant la géométrie? Voilà. L'aéro joue toujours, bien sûr, surtout quand on a des Tours de France, des épreuves de manière plus générale qui se jouent à des vitesses supérieures à 40 km/h. L'aéro vient jouer un rôle plus important qu'à 20 km/h, évidemment. Oui, bien sûr, ça a un impact. Mais est-ce que ce qu'on change sur le vélo a vraiment énormément d'importance? Est-ce que c'est le rôle majeur? Encore une fois, si on utilise juste du bon sens, on prend le vélo et son pilote, qu'est-ce qui représente la plus grosse surface frontale? C'est plutôt le pilote que le vélo. Donc forcément, on est dans un domaine de compétition. On cherche tous les gains marginaux possibles, mais il y a un gros travail aussi sur le physique des pilotes, sur leur position. Le travail sur l'aéro du vélo vient compléter ça, mais je pense pas que les petites évolutions incrémentales qu'on voit, sachant que les ingénieurs travaillent à périmètre défini, puisque l'UCI, elle réglemente aussi le format des vélos, etc. Mais tu as bien vu aussi que dernièrement, il y a eu un peu de polémique sur les annonces de l'UCI, sur la largeur des cintres, etc. Mais je crois même qu'ils ont interdit les... Enfin, il y a une nouvelle règle, et voilà. Et globalement, tu sais, réduire sa surface frontale en resserrant le cintre et en se mettant un peu plus penché, c'est quasiment le meilleur gain aérodynamique et le moins cher que tu puisses avoir. Bien au-delà d'une paire de roues aéro, bien au-delà d'un cadre aéro. Donc, voilà. C'est pas le cadre aéro de la dernière génération, c'est pas le cockpit qui fait que le tour se soit joué à une moyenne supérieure. Bon, Pogacar ne gagnera pas le tour sur un vélo en acier ou un autre coureur, mais en tout cas, je trouve que la géométrie des vélos a vraiment évolué. Je trouve que ça va très très vite et que là, on a passé une dimension. C'est plus le même cyclisme que nous on peut connaître. Il y a une vraie différence avec des moyennes impressionnantes et quand on les voit pédaler, on se dit que ça a l'air tellement simple. C'est l'humain le facteur, parce que tu prendras le même vélo que Pogacar, tu rouleras pas de la même façon. Hein. C'est vraiment l'humain le facteur. Ouais. C'est impressionnant. En tout cas, revenons à notre sujet. Alors, moi, j'aimerais qu'on compare déjà les avantages et les inconvénients si on fait juste l'acier et l'aluminium. Alors, cet été, grâce à toi, j'ai roulé sur un vélo en acier. Oui. Voilà, donc j'ai pas souvenir, hein, j'ai réfléchi à ça, mais j'ai pas souvenir la dernière fois où j'avais roulé sur un vélo en acier. Mais par contre, je me souviens, puisque là, si on peut comparer l'acier et l'aluminium, je me souviens la dernière fois, par contre, où j'ai roulé sur un vélo aluminium. Et j'avais cette sensation sur un vélo alu de confort. C'était un look, je me rappelle, c'était dans les années 80, je pense que c'était 2000, année 2000. C'était un look bleu, où Look avait lancé des couleurs bleu, jaune, voilà. Et il était extrêmement confortable. Et ça m'avait marqué le confort de ce vélo. Et quand tu m'as fait remonter donc, sur un MR4, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, en juin dernier, ou mai ou juin, il y a quelques mois, la première sensation que j'ai eue, je me suis dit, waouh, mais ça roule tout seul. Même que je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais t'as mis quoi comme roulement en fait? Tu vois, parce que j'ai vraiment eu cette sensation de, ça glisse quoi, tu vois. Donc les sensations étaient extrêmement bonnes. Donc, qu'est-ce que tu peux, toi, JP, nous donner comme avantage ou inconvénient si on compare juste l'acier et l'alu? Ouais, je vais essayer juste de refaire un préambule sur les histoires de matériaux. Il n'existe pas de mauvais matériaux, d'accord? Tout est une question d'ingénierie. Voilà, je le redis ça, et je redis face caméra, il n'y a pas de mauvais matériaux. On peut faire des mauvais vélos en titane, des très bons en acier, des mauvais en carbone, des très bons en carbone. On peut même faire des très bons vélos en bambou. Et en aluminium, c'est la même chose. Les matériaux sont différents. Ils sont déterminés et caractérisés par des grandeurs et des caractéristiques mécaniques, des modules Young, c'est des modules d'élasticité, des ductilités, des résistances, pourquoi pas à l'abrasion, des résistances à la pression, et des poids, d'accord? Enfin des poids ou des masses volumiques plutôt on devrait dire. Et donc tout ça, c'est une chimie, hein, quelque part, finalement, qui est à la disposition d'un concepteur de vélo, et avec ces ingrédients-là, il va se dire, ok, je choisis pour telle raison d'utiliser tel matériau, je privilégie, ou il peut travailler à l'envers, je cherche à atteindre tel niveau de rigidité ou tel niveau de poids, et donc ça m'amène vers tel et tel matériau. Donc c'est vraiment une question de conception. Pour en revenir à ton expérience, alors déjà je suis ravi de voir que tu as des souvenirs de 1980 de ton roulage en alu, bravo. Non, pas 80, mais l'alu, oui, c'était début 2000, et je me souviens de cette sensation de souplesse. Tu vois, parce que je venais d'un titane, donc un titane avec des roues Spinergie carbone, donc
très rigide, voilà. Et je me souviens de cette sensation de confort. Ouais. Donc toi, au quotidien, c'est pas un secret pour personne, tu roules principalement en carbone, tu as 2 vélos Oui. en carbone, un gravel et puis un route. Et quand tu as roulé sur la MR4, tu as parlé de la sensation de... Alors, t'as pas parlé de confort, tu as parlé de ça, tu as dit ça roule tout seul. Ouais, j'ai Et, trouvé que c'était, et tu m'as aussi dit, quand tu es revenu et que tu avais un grand sourire, tu m'as dit, waouh, et puis ça marche bien en fait. Y a ouais, pas j'étais de... agréablement surpris. Tu m'as dit, je suis surpris, comme si en fait pour toi, intuitivement, il y aurait dû avoir une différence. Ça aurait Oui, dû être oui. plus mou, plus lourd, moins énergique que ton carbone. C'est marrant, hein, ça c'est quelque chose qui est très ancré, c'est pas de ton fait, c'est pas juste toi Arnaud, c'est quasiment tout le monde. Voilà, je voulais juste redire ça. Après, je reviens à ta question. La question de confort, c'est pas une question juste de matériaux de cadre. Déjà, sur un vélo, l'expérience de confort sur un vélo, qui est quelque chose de tellement subjectif que des gens attribuent le mot de confort à des choses et à des sensations radicalement différentes, mais le confort, c'est ta position, les vibrations que tu vas avoir dans tes mains, ton assise, tes pneus, tes roues. Donc c'est pas juste le matériau du cadre. Le matériau contribue, mais c'est pas forcément le facteur majeur d'ailleurs. Le facteur majeur numéro 1, le premier lien, liaison au sol, le pneumatique. Tu connais mon attachement au pneumatique, mais c'est le numéro 1. On fera dans la saison un épisode consacré au D'accord. pneumatique, à la section, parce que ça a un impact. La section des pneus a un impact sur tout le reste. Donc voilà, on fera un épisode sur ça très prochainement. J'attends ça avec impatience parce qu'après avoir passé une journée, tu m'as permis de passer une journée avec toi sur la Race Across France de cette année, au départ du 1000 km de Clermont-Ferrand. Et j'ai eu toute la journée pour observer. Tu avais à peu près 360 participants, quelque chose comme ça. Pas loin de 400, effectivement. Et j'ai été assez effaré. Je parlerai des statistiques dans l'épisode dédié, mais j'ai fait quelques stats et on n'a finalement pas assez évolué encore à mon sens, mais on reviendra sur les pneus. Donc, l'acier et l'aluminium, deux matériaux métalliques. Les principales différences qui sont palpables pour chacun d'entre nous, c'est le poids et la rigidité. D'accord ? Les caractéristiques mécaniques d'un acier, surtout des aciers modernes, dont on peut modifier finalement les caractéristiques mécaniques qui nous intéressent dans le cadre d'un système de vélo, donc des aciers avec des modifications thermiques, c'est plus forcément des trempes, mais c'est des chauffages à l'air pour modifier la structure, modifier la ductilité. Un acier, c'est ce qu'il y a quasiment de plus rigide, de plus costaud. J'essaie d'employer des termes qui sont compréhensibles par tout le monde. Alors rigide. Ouais, l'acier. Moi, j'aurais plutôt dit que l'acier, justement, tu vois, tu me fais tester un vélo, un cadre acier, j'aurais plutôt tendance à te dire, je vais être confort, ça va être souple. J'ai pas parlé de cadre, j'ai parlé de matériaux. Voilà. Okay. D'accord. La caractéristique mécanique, imaginons qu'on ait 2 barres d'1 mètre de long, 2 sections carrées 10 par 10 mm, d'accord. Les deux identiques, une faite en acier chromo, classique, sans traitement thermique, et une faite en aluminium. Alors, il y a plein de nuances d'aluminium. On parle de nuances, en fait, quand on a des alliages. La plupart on n'est pas sur du fer. Hein. Aujourd'hui, les premiers vélos, les premières draisiennes, c'était du fer. Aujourd'hui, on est sur de l'acier. Des nuances d'acier, on a plein. La base, on va dire, dans les cadres de vélo, c'est l'acier chrome-molybdène, voilà, ce qui est un alliage aussi. Mais si on prend l'acier typique des vélos et l'aluminium typique des vélos, qu'on fait ces 2 barres et qu'on les prend entre 2 points à leurs extrémités et qu'on les soumet à un même effort, l'aluminium va se déformer beaucoup plus sous la même contrainte. D'accord ? Il est moins rigide. Ok ? Et c'est pas la seule notion qui est importante dans le fonctionnement d'un vélo, mais en tout cas, il est moins rigide. Ce qui veut dire que si, en tant que concepteur, je voulais obtenir la même rigidité, c'est-à-dire la même déflexion de cette barre posée sur 2 points à ses extrémités sous le même poids, eh bien, il faudrait que j'augmente la section de l'aluminium. C'est-à-dire que j'aurais Alors, je vais faire vraiment du débroussaillage et de l'approximation parce que c'est pour essayer de faire comprendre quelle est la différence intrinsèque du matériau. Mais pour que j'ai la même déformation, il faudrait certainement que j'ai une section quasiment 1,5 fois supérieure, d'accord, en aluminium pour résister à la même charge que la barre en acier. Donc, c'est pour ça que ce que vous pouvez constater en tant que cycliste, quand vous avez un vélo en aluminium, ce que vous pouvez voir de l'extérieur, c'est que les tubes sont plus gros.
D'accord ? Ce qu'on peut moins voir, mais ce qu'on sait, c'est que le tube est aussi plus épais. D'accord ? Donc finalement, il y a plus de matériaux, en termes de volume de matériaux, pour compenser la rigidité qui est plus faible. D'accord ? Mais comme le matériau est plus léger, in fine, on peut atteindre quasiment la même solidité avec un poids plus faible. Néanmoins, j'essaie de terminer, on va le répéter après avec les autres matériaux certainement, mais pourquoi on augmente aussi la section des tubes ? Parce qu'en augmentant la section, plutôt qu'en augmentant juste l'épaisseur, eh bien on augmente la rigidité globale du tube. D'accord ? En plus, on fait ça au cube, en fait, si tu veux. Donc plus tu agrandis la section, plus c'est rigide. Avec la même épaisseur de tube et le même matériau. En aluminium, on est obligé d'avoir une épaisseur supérieure et d'avoir aussi une section supérieure. L'épaisseur supérieure, c'est pas simplement pour la rigidité, c'est aussi pour la résistance à la fatigue, parce que typiquement, le matériau aluminium est moins résistant à la fatigue que le matériau acier. Qu'est-ce que c'est que la fatigue ? Je vais vous fatiguer au bout de 10 minutes d'épisode, je pense. Mais j'essaie de faire très très simple. Et pour les gens qui sont hyper techniciens, ne me reprochez pas d'être extrêmement précis. J'essaie de vulgariser cette chose-là. Mais la résistance à la fatigue, c'est la capacité d'un matériau à tenir dans le temps malgré une répétition systématique de sollicitations qui sont à la limite de ce qu'il est capable de supporter. Un aluminium, je vais prendre un tube, je vais le déformer. Tout au long de sa vie, on appelle ça des cycles finalement. Et puis au bout d'un moment, il va rompre parce qu'il est fatigué. C'est comme ça que je vais essayer de l'expliquer, d'accord ? Eh bien, cette résistance à la fatigue, elle est liée à la nuance de matériaux utilisés, à la section, à l'épaisseur et à la nature en fait du matériau, parce que il y a des matériaux qui supportent d'être déformés jusqu'à un certain point et de revenir à leur position, d'accord ? C'est ce qu'on appelle l'élasticité. Donc un matériau a une limite élastique, une limite plastique, d'accord ? La limite élastique, c'est tu le déformes, il revient à sa position d'avant. D'accord ? Et quand tu dépasses cette limite élastique, tu es dans une limite plastique, il se déforme, il ne revient pas à sa forme, mais au bout d'un moment, il finit par casser. Donc en fait, c'est tout ça aussi qui est à la disposition de l'ingénieur. D'accord ? Donc maintenant que j'ai essayé d'expliquer des principes, pourquoi dans la tête des gens, l'aluminium, c'est... Alors toi, tu es peut-être un des seuls à me dire l'aluminium, c'est super confortable. La plupart des gens vont dire un vélo en aluminium, oh, c'est dur, c'est... Voilà. Alors après, il faut voir aussi le comparatif. Je venais d'un titane, je venais d'un titane hyper rigide avec des roues carbone à lamelles. Voilà, donc il y avait les paramètres il y avait une variation de paramètres multiples. Donc c'est très difficile d'identifier après à quoi est due ta sensation. Mais ce qu'on peut dire maintenant, c'est que là, on a parlé de la physique pure et dure, qu'un ingénieur peut calculer quand il dessine. On a plein de moyens de faire ça, il y a des moyens très, très perfectionnés. J'essaie vraiment de rendre ça... encore une fois compréhensible, mais l'aluminium, il est venu dans le vélo aussi pour son faible coût, sa facilité à être soudé, etc., etc. Et donc, on va ajouter, quand on a une optique de production, on va ajouter des paramètres. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose en faisant 10 fois la même chose par mois, la plupart du temps, tu as le temps de prendre soin, d'aller dans la qualité, de vérifier tes matériaux avant, de t'assurer que chaque étape de soudure est bien faite, etc. Quand tu produis quelque chose à des milliers d'exemplaires sur le même mois, ou à des dizaines de milliers d'exemplaires, ou encore plus, tu dois avoir des marges de sécurité, parce qu'il peut y avoir un peu d'hétérogénéité dans le matériau, il peut y avoir des conditions climatiques qui font que la soudure est moins bonne, ou des purges de gaz qui ne sont pas correctes, etc. Et donc tu vas prendre de la sécurité. L'aluminium, il a été utilisé principalement pour faire des productions plus grandes, et donc on va peut-être rajouter un dixième ou 2/10 de millimètre de matériaux à cet endroit-là pour prévenir éventuellement un risque de casse futur, etc. Donc c'est des paramètres qu'on prend en compte aussi en fonction de son matériau. Tout ceci pour expliquer que les générations de vélos en aluminium qu'on a vues souvent avaient des grosses sections pour résister au poids des pilotes, pour résister, etc. Alors que le matériau est moins capable finalement physiquement, et que ça, comme la rigidité du tube augmente de façon importante quand on met une section plus grande, et ça a donné des vélos qui étaient souvent durs, vraiment très rigides, très difficiles à déformer dans le plan vertical en tout cas. C'est ça qu'on ressent plutôt quand on pédale. Donc
c'est ça qui a finalement forgé cette réputation de l'alu, c'est pas trop confortable parce que c'est des gros tubes et puis c'est pas un matériau souple. Et puis l'acier, toutes les générations de vélos acier de nos ancêtres, ou même ceux qui gagnaient le Tour de France avant, puisqu'il y a quand même beaucoup de Tours de France qui ont été gagnés sur des vélos acier, comme le matériau est très capable, finalement, il est très résistant. Les sections de tubes, elles étaient toutes fines. Hein. Il y a toute une génération de vélos où, attention, c'est ma question. Voilà, 25 mm, c'était le diamètre d'un tube supérieur, par exemple. Ça, c'était ma question, justement. Tu sais que moi, le côté visuel est très important pour moi. Oui. Et je trouve que c'est ce que je reproche un peu à l'acier, c'est le côté esthétique. C'est-à-dire que, est-ce qu'un jour, on pourrait voir des vélos en acier avec des tubes un peu plus larges? Pourquoi? Parce que moi, c'est comme avec les skis, tu sais. Quand je skiais avant, on me donnait des skis qui faisaient 10 cm plus que moi. Donc j'avais des trucs, c'était très compliqué à skier. Donc autant dire que quand les paraboliques sont arrivés, pour moi, c'était une révolution. En vélo, c'est un peu pareil. Je fais un 1,91, donc j'avais des cadres de 60. Donc un vélo en acier pour un cadre de 60 avec des petits tubes, c'est pas très beau. Oui, c'est alors pas très beau, tu vois. Aujourd'hui, les diamètres de tubes ont évolué, les épaisseurs se sont affinées, mais moi, c'est ça que je recherche. J'utilise l'acier parce que ce côté esthétique, cette finesse, cette subtilité me plaît beaucoup. Alors sur un cadre de 54 ou même voire plus petit, ça peut passer, je trouve. Mais sur un grand cadre, d'avoir des petits tubes, moi je trouve que visuellement, voilà, si demain tu me dis aujourd'hui on est capable, dans l'avenir on sera capable d'avoir des vélos en acier avec des sections de tubes plus larges. On va donner des chiffres un peu approximatifs sur l'acier. On va dire les vélos type randonneuse à l'ancienne avec les raccords, etc. souvent avaient un tube supérieur de diamètre 25,4 mm, un tube de selle en 28,6 pour mettre une tige en 27,2 et souvent un tube inférieur en 28,6 aussi. Hein, et la douille, on était des pivots qui faisaient 25,4, 1 pouce, qui n'étaient pas filetés, tu sais, avec les potences à plongeur, etc. Exact. Et ça fonctionnait très bien. Les tubes étaient relativement épais à l'époque, d'accord? Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de vélos qui, malgré des fois un peu de corrosion, etc., sont encore utilisables, vivants, et ils passent de génération en génération. Aujourd'hui, avec le développement, alors on faisait déjà, même dans les années 30 à 50, les tubes en acier étaient déjà de très bonne qualité. Mais maintenant, on a évolué, on fait des aciers qui sont plus poussés, plus développés. On va dire que le standard aujourd'hui d'un vélo acier classique, ça va être 28,6 en haut, 34-35 sur le tube diagonal et toujours 28,6 sur le tube de selle. Je parle que des tubes principaux, d'accord, pour donner une idée. Le vélo sur lequel tu as roulé, il a un tube inférieur qui fait un petit peu moins de 38 mm. D'accord? Au-dessus, 28,6, tube de selle 28,6. Est-ce qu'on peut faire plus gros? Bien sûr, on peut faire plus gros. J'ai une version de mes vélos qui est un vélo électrique, tu sais, avec une batterie, c'est le système Mallet. La batterie est dans le tube inférieur, dans le tube diagonal, pardon. Je vais garder les mêmes termes. Ce tube diagonal, il fait quasiment 50 mm. Et il tient la batterie. Le vélo est, à mon sens, abominablement rigide. Parce que c'est une poutre en fait, si tu veux. Donc les épaisseurs de tube à l'ancienne étaient quasiment d'1 millimètre, d'accord? Aujourd'hui, le vélo sur lequel tu as roulé, donc on est sur un triangle avant qui est dans un matériau, alors pour les marques de tubes d'acier, vous avez soit Reynolds, soit Vélospec, soit Columbus. Voilà, celui que tu as roulé était un tube Vélospec, mais ça correspond à un Reynolds 853 Pro Team, donc avec un traitement thermique assez avancé. Et les épaisseurs des tubes sur lesquels tu as roulé, c'est 7 dixièmes de millimètre aux encastrements, d'accord, là où il y a les soudures. En partie courante, le tube fait 3,5 ou 4 dixièmes de millimètre, d'accord. Si je prends le tube diagonal, c'est la même chose, d'accord. Ça, c'est parce que c'est des petites productions et donc je peux me permettre d'aller chercher quelque chose d'excellence qui est un peu plus dur à souder, etc., mais qui va apporter un comportement particulier. Si tu achètes un cadre en acier de grande distribution, on va dire des marques qui en font beaucoup plus, la plupart du temps, les tubes font plutôt 0,9 et 0,5 ou 0,6 parce que on veut pas prendre de risques, d'accord. Et puis c'est plus facile de passer les tests et les normes qui sont imposées pour tout produit qui est sur la voie publique dans l'Union européenne. Mais si je devais augmenter la section d'un tube pour
être conforme à tes critères esthétiques, et il faudrait que je diminue l'épaisseur, sinon je vais avoir quelque chose dont le comportement n'est pas ce que je Ne souhaite. correspond pas Et là, au standard. moins de 4 dixièmes, ça va commencer à être compliqué, parce que t'as une autre, le tube tiendrait à l'effort, peut-être, d'accord, mais il y aura un problème de fragilité si jamais il y a un poteau qui tape ou quelque chose comme ça. Si je commence à avoir des épaisseurs de métal de moins de 3 dixièmes, aujourd'hui personne ne fait ça, hein, très clairement. Donc on est un peu en termes de... Sur les tubes diagonaux, on est aujourd'hui sur on va dire une limite de 38-40 mm, pas plus gros, et il n'y a aucun intérêt à aller mettre un tube supérieur plus gros parce qu'on aurait une grosse perte de confort. Et si on va sur sur le poids, on parlait justement de la résistance, le confort, mais si on va Si on parle de poids. sur le poids, par exemple, un vélo de taille, je sais rien, 56, tu vois, Ouais. pour une personne classique. En acier, sur un vélo qui est fait par un artisan cadreur ou une marque comme la mienne qui utilise des tubes de haut de gamme, on va dire, on est sur un poids de cadre. On peut atteindre 1,9 kg sans aller chercher quelque chose de fou furieux. Voilà, 1,850 kg, 1,9 kg. D'accord. Juste le cadre. Ok. La même chose en titane. Tout le reste restant égal, et je vais pouvoir parler du titane un petit peu après, Ouais, mais on aura un gain peut-être de 200 grammes. D'accord. En alu, on serait légèrement moins, et en acier, on peut aller chercher, et en carbone, on peut aller chercher le kilo, voire en deçà. D'accord. Je suis en train de parler d'environnement constant, c'est-à-dire grosso modo la même géo, la même résistance qui est donnée par les normes en vigueur, et puis le même usage, c'est-à-dire est-ce que les roulements sont intégrés, sont pas intégrés, voilà. À toute chose égale, c'est à peu près ces échelles-là. Donc l'acier sera très légèrement plus lourd que l'alu. Voilà, les gens vont te dire c'est vachement plus lourd parce qu'on va dire bah moi j'achète un cadre en carbone, il a 950 grammes, j'achète un cadre en acier, il a 1 kg. Il peut y avoir du simple au double parce qu'un cadre en acier plus grande distribution où les gens ont ces garde-fous, etc., va être de l'ordre du 2 kg, voire 2 kg 100. Ouais, mais quelqu'un qui va choisir, forcément, il n'ira pas sur ce genre de cadre-là. Voilà, mais donc la variation, elle est largement du simple au double. Sur le marché, si tu veux acheter un vélo, entre deux matériaux de cadre, ça peut être du simple au double. Toi qui es très technique, JP, je sais que donc, tu fais des vélos en acier. Comment est-ce que tu as choisi l'atelier qui t'accompagnait sur la construction, en fait, l'assemblage des cadres? Parce que je sais que tu fais au Portugal. Maintenant, voilà, depuis un peu moins d'un an, c'est au Portugal. J'ai ouvert une filiale là-bas. Avant, c'était fabriqué à Taïwan, qui est tout matériau confondu, finalement. L'île du vélo, elle porte bien son nom. C'est là où les gens... Pour moi, le meilleur savoir-faire, hein, très clairement, la meilleure qualité. Tu t'es rendu là-bas déjà ou... Non, Taïwan, jamais. Voilà, c'était une volonté de faire. J'ai un ami qui est sur place et qui gérait ce que j'avais à faire là-bas. Aujourd'hui, c'est le Portugal, donc là, je me déplace beaucoup plus souvent, évidemment. C'est aussi mon pays de cœur et de sang. Donc voilà, comment j'ai choisi c'est un peu particulier aujourd'hui ma démarche au Portugal, puisque ça a été l'opportunité de mettre en œuvre un moyen de production qui est jamais vu, qui n'existe pas. Dont on peut parler très rapidement si tu veux, mais en fait j'avais dans la tête il y a 3 ans et demi de découper les tubes. En fait ma problématique, je savais que je voulais arrêter avec Taïwan, je voulais relocaliser plus près de moi, éventuellement en France, etc. Et j'ai contacté des fabricants de tubes en leur demandant est-ce que si vous avez les dimensions, vous pouvez me livrer les tubes coupés avec les gueules de loup qui permettent d'assembler les tubes entre eux. Non, nous on fait pas ça, on fait de l'industrie, on fait des tubes, etc. Ça marchait pas, donc je me suis dit, je veux couper les tubes avec le laser. Ça me paraît le moyen le plus simple. Je me souviens, on en a parlé sur les premiers échanges sur le podcast. Exactement, et donc ça c'est devenu réalité, Arnaud, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai trouvé un partenaire, parce que mettre en œuvre en France, moi, pour ma production, j'avais pas vocation à redévelopper une entreprise avec quelque chose de lourd pour produire pour autrui. Donc pour moi, l'investissement pour mettre ça en œuvre, c'était trop important pour ma petite production. Et donc j'ai finalement trouvé un partenaire à qui j'ai donné l'idée finalement et qui lui l'a mise en œuvre. Alors avec un travail, avoir une idée c'est bien, hein. Alors c'est souvent une idée assez construite quand même, mais eux ils ont vraiment poussé. Donc aujourd'hui on coupe les tubes avec un bras robotique, d'accord, et on divise par 5 pas le temps de production global du cadre, mais le temps de coupe des tubes. Et donc, on peut prendre... je parlerai de ça un jour de manière plus détaillée sur mes réseaux sociaux, etc. Mais on fait un dessin de vélo sur un logiciel qui est un dessin assisté par ordinateur spécialisé pour le vélo. Et on sait derrière interpréter ça et le transformer en programme pour le bras. Et le bras coupe les gueules de loup, il fait les trous pour les bidons, etc. etc. C'est assez impressionnant. C'est assez génial d'avoir fait ça en 3 ans.
Donc la machine aujourd'hui coupe, mes vélos sont produits comme ça. Ça, alors, est-ce que c'est quelque chose qui du coup va se développer vitesse grand V et permettre de produire des vélos en acier plus rapidement après? Je sais pas. On verra. Nous, on a fait ça parce qu'on y croyait et qu'on pensait que c'était vachement intéressant et que ça diminuait la partie qui prend du temps. Après, en soude-TIG, les gens qui font de la soude-brasure, le temps de traiter les soudures, la soude-brasure, de les limer, de les poncer, de les rendre jolies, c'est aussi très consommateur de temps, très chronophage et ça tient aussi une responsabilité dans le prix de sortie des cadres faits artisanaux, faits artisanalement, pardon. Mais donc j'ai choisi des gens qui étaient capables de prendre cette idée, à qui elle plaisait aussi, c'est comme ça que j'ai choisi. Et puis de la proximité, et puis il se trouve que voilà, on partage tous les trois les locaux, donc cet atelier de production, ma propre entreprise et Reynolds, qui a une entité européenne, et on est tous à la même adresse. Voilà, donc ça facilite les choses dans le développement. C'est comme ça que j'ai choisi. J'avais besoin qu'il y ait un intérêt technique à le faire, un intérêt humain. Voilà, l'avenir dira si c'était le bon choix ou pas, mais c'est une aventure sympathique. Et je pense que ça donnait aussi un peu plus de compétitivité de fabrication industrielle, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, c'est pas une échelle industrielle. Il y a tout un concept de microfactory derrière tout ça aussi qui est poussé par cet ami et partenaire qui s'appelle Pedro. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a choisi l'aluminium. Tu parlais de l'aluminium, c'était notre opposition aluminium-acier. L'aluminium, il a été choisi aussi pour des questions industrielles. Alors, ça permettait de faire plus de vélos plus vite, moins cher. Voilà. Ouais, tu l'as expliqué. Et c'est la même chose pour le carbone. On va en parler sur le carbone, mais juste si on compare l'alu et l'acier, donc l'acier un tout petit peu plus lourd que l'alu, Ouais. Un tout petit peu plus confortable, l'alu étant un tout petit peu plus rigide que l'acier. Alors, c'est là que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi l'acier est souvent perçu plus confortable? Parce qu'il est très solide, donc on n'a pas besoin de beaucoup de matière, et en fait il a une plage de limite élastique importante, donc en fait on peut utiliser ce matériau dans une plage où il se déforme, il revient à sa place sans fatigue, d'où la souplesse. Donc ça donne à un ingénieur la capacité d'aller travailler ça, voilà. Et on l'a pas dit sur les matériaux métalliques, il y a quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment de mots français, mais on a des tubes à multiples épaisseurs, hein, je te l'ai dit, les épaisseurs de tubes au démarrage, aux encastrements, là où les efforts sont importants, sont plus épaisses pour donner de la matière pour souder aussi, et plus fines en partie courante. Ça existe aussi en aluminium, donc on appelle ça, le terme anglais c'est butted. En fait c'est des mandrins qui rentrent dans les tubes et qui façonnent ces différentes épaisseurs, donc c'est la même chose dans l'acier, dans l'aluminium, dans le titane, et dans les trois cas, on peut aussi utiliser des tubes qui font la même épaisseur sur toute leur longueur. Ça existe, c'est moins en acier aujourd'hui parce que sinon on aura des poids trop importants. Ça existe encore sur les entrées de gamme en alu, ça existe encore beaucoup dans le titane parce que c'est un fonctionnement différent, et dans le titane on fait aussi des multiples épaisseurs. Intéressant, tous ces petits détails techniques. Et si on va justement sur le carbone, on en parlait juste avant avec le Tour de France et tous ces matériaux en carbone, mais si on compare vraiment uniquement l'acier carbone, alors tu vas me dire, les gens qui achètent un vélo en acier et les gens qui achètent un vélo en carbone, ils ont peut-être une image de leur pratique qui est totalement différente, mais si on compare vraiment les deux, l'acier par rapport au carbone, légèreté, rigidité, quel est le plus performant, quel est le plus durable aussi? Ça, c'est important. On avait fait un épisode sur ça, hein, sur la durabilité d'un cadre et comment pratiquer le cyclisme de manière plus propre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette comparaison acier-carbone? Alors, la perception des gens, elle est façonnée par l'industrie, hein, d'accord? Donc, ça veut dire, si on pousse du carbone, tout le monde va penser que le carbone, c'est la performance et le reste, ça ne l'est pas. Donc, ça, c'est assez biaisé, in fine. Mais le matériau carbone, les fibres de manière générale, mais la fibre de carbone en particulier, c'est notre sujet. C'est un matériau assez redoutable, c'est-à-dire que, il y a des caractéristiques mécaniques qui sont très intéressantes. Alors elles varient en fonction du type de fibre, de son tissage, de son grammage, de la résine qu'on utilise, etc. Mais c'est ce qu'on appelle un matériau composite, c'est-à-dire qu'on a une matrice, une résine et un matériau fibreux qui va faire la tenue. D'un point de vue de l'ingénieur, c'est génial. On peut orienter les fibres, on peut choisir l'épaisseur, on peut faire plein de choses. C'est assez complexe. Du point de vue de l'industrie, c'est super parce qu'on fait un moule,
aujourd'hui, c'est l'état de l'art de, on va dire 80% de ce qui se fait en carbone. Il y a une grande machine à commande numérique, un grand plateau qui découpe des pièces de tissu, puisque le carbone c'est un tissu finalement, qui découpe des pièces de tissu, qui écrit un numéro dessus, et puis ensuite il y a des gens qui n'ont pas un savoir-faire, qui sont facilement remplaçables, qui n'ont pas un savoir-faire particulier, qui viennent empiler ces pièces dans des moules. Ensuite on vient injecter de la résine dans le moule, on sort et un vélo. Donc en termes de reproductibilité c'est très simple. En termes d'ingénierie, on peut faire plein de choses. Alors, on a longtemps cru que la performance, c'était la rigidité extrême, donc on a souvent eu des vélos très rigides, d'où cette réputation aussi. Et maintenant, en fait, on est en train d'aborder un autre cycle où les ingénieurs qui font des vélos en carbone sont en train d'ajouter de la souplesse à des points précis, du confort. Donc ça arrive aussi sur le marché pour le plus grand bonheur des cyclistes entre guillemets lambda qui constitue quand même la plus grande part de pratiquants cyclistes aujourd'hui sur les routes. Donc ça c'est très bien. Maintenant, encore une fois, c'est pas un mauvais matériau. À quoi ça a conduit? À une espèce d'uniformité, une grande uniformité de la production et de l'offre, d'accord? Tu te rappelles quand on était à la Traca, à Gérone, où tu as l'impression que tout le monde a le même vélo au départ, en fait. C'est que des vélos noirs ou gris, et ils se ressemblent tous, ils ont à peu près tous la même géo, toutes les mêmes sections de tubes. Taïwan, de moule. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de cadres sortent du même moule et il y a juste les stickers qui peuvent changer. Ouais, alors non, on peut avoir un vélo qui a exactement la même apparence extérieure et qui est radicalement différent au roulage. Parce qu'on peut utiliser une fibre spécifique, on peut utiliser des épaisseurs spécifiques, des orientations, etc. Donc ça, c'est ce que permet le carbone. Mais dans le résultat global, il y a une grosse uniformité esthétique et de proposition. C'est un peu, finalement, on a un outil qui permet d'industrialiser et tout le monde va aboutir à des recettes qui se rapprochent. Même si, on en parlait tout à l'heure, il va y avoir des marques qui vont générer quelques innovations par-ci et par-là, mais tout le monde se rattrape assez vite. Donc c'est un très chouette matériau. Le coût d'un cadre en carbone, c'est pas tant un coût de production absolu parce que vu les échelles, c'est pas si cher à produire, mais les marques qui font ça en grande quantité, elles viennent empiler des marges de distribution, de marketing, etc. qui sont importantes. Plus la marque est grosse, plus dans le coût du cadre, il y a une part importante de communication et de marketing, ou de transport aussi. Parce que les rois du composite, ça reste l'Asie aujourd'hui. Il y a quand même, on parlait du Portugal tout à l'heure, depuis 3 ans, parce que je les ai rencontrés il y a 3 ans, ou 3 ans et demi, il y a une entreprise qui va devenir un acteur majeur du carbone en Europe, qui s'est installée au Portugal également, qui s'appelle Carbon Team, avec infusion un peu de capitaux et de savoir-faire allemand aussi. Et ils sont en train de récupérer une partie de production de plusieurs marques connues, pour adresser le marché européen avec une production portugaise. Ça reste plus cher qu'une production asiatique, donc c'est réservé pour l'instant à des vélos relativement haut de gamme, voire très haut de gamme, mais ça vient, parce que le savoir-faire on l'a. Après c'est vraiment c'est une question d'échelle aussi beaucoup. Voilà. Après moi j'ai une question sur tu parlais tout à l'heure de plaques de carbone qui vont dans des moules. Moi sur les réseaux on voit parfois des réparations tu casses ton carbone. Voilà. Si on compare l'acier et le carbone, lequel des deux, dans la durée, peut tenir le plus longtemps? Lequel tu peux réparer? Par exemple, je ne sais pas, j'ai une fissure sur un cadre en acier. Tu vas peut-être me dire, c'est impossible, ça n'existera pas. Mais admettons, tu as une fissure sur un cadre en acier, est-ce que tu peux réparer facilement? Et j'ai une fissure sur un cadre en carbone. Est-ce que le vélo est mort ou est-ce que tu peux le réparer tout en gardant la même rigidité derrière? Alors, tout est faisable. Voilà, il y a eu le mythe de dire quand tu pars en voyage en bikepacking, il faut un vélo en acier parce que si tu es au bout du monde, c'est le seul truc qu'on saura souder. Bon, il faut encore le mec qui sait souder, qui a le bon poste à souder. Parce que tu feras pas une soudure à l'arc sur un tube qui fait 4/10 de millimètre, d'accord, hein. Voilà. Donc l'alu, ça peut se ressouder aussi, et peut-être que c'est plus facile pour un garage d'avoir un gros poste TIG et de faire une soudure sur un alu que sur un acier qui fait 4/10. Donc ce qui était valable quand les tubes faisaient 1 millimètre d'épaisseur et que c'était des nuances d'acier plus classiques n'est plus exactement valable aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que si tu as, je sais pas, effectivement une fissure sur une base ou quelque chose comme ça, peut-être que tu vas trouver pendant un voyage ou localement quelqu'un qui va te faire un peu de brasure dessus et te réparer cette fissure avec un acier. En aluminium, ça sera de toute façon pas le même type
pas le même type de dommage. C'est des matériaux qui se comportent pas de la même façon. Donc l'alu va avoir plutôt tendance à casser d'un coup que juste à se fissurer, d'accord? Ou alors tu ne verras pas forcément la fissure, il va y avoir peut-être une propagation d'une crique de fatigue à un moment et pouf, ça va casser. Tu sais que moi je faisais du BMX avant, les enfants aussi, et tous les cadres alu, des fois tu prends une bosse et puis à la retomber, pouf, le cadre se casse en deux. C'est très impressionnant, c'est parfois très dangereux. C'est l'alu. Avec un acier, ça ferait jamais comme ça. Ça viendrait se tordre ou se plier plutôt que de se casser net. Le carbone peut se casser net aussi, d'accord? Et ce qu'il y a de plus délicat avec le carbone, c'est pareil, c'est que ça peut ne pas prévenir en fait, parce que il suffit qu'il y ait une délamination entre la matrice et l'âme et les fibres, et puis ça peut petit à petit se désagréger et d'un coup d'un seul casser. Donc c'est très différent. Le carbone se répare. Il y a de plus en plus d'ateliers qui proposent des réparations de carbone, et ma foi, si c'est réparé avec le bon savoir-faire et les bons matériaux, il n'y a pas de souci de performance pour que le cadre reprenne la route. Après, en termes de durabilité, d'impact environnemental, c'est des sujets trop touffus. C'est sûr que c'est plus facile aujourd'hui pour tout un chacun d'aller recycler des matériaux ferreux comme des matériaux métalliques comme l'aluminium et l'acier, d'ailleurs, qui se recyclent en déchetterie locale, hein, pourquoi pas, que de la fibre de carbone. Voilà, c'est toujours un problème. Au même temps, aujourd'hui, il y a quasiment 3 vélos sur 4 qui sont faits en aluminium ou en acier, ils ont une fourche en carbone. Donc tu vois, tout ça, c'est pas ni blanc ni noir, c'est toujours un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Et si on va sur le titane, alors moi je t'ai expliqué aussi mes sensations, qui étaient une sensation de vitesse, de légèreté, enfin bref, mais après j'avais pas les mêmes jambes qu'aujourd'hui, mais vraiment j'avais le titane a été pour moi un accélérateur, enfin vraiment c'était quand tu envoies des watts, il répondait vraiment directement et très exigeant, mais voilà, donc si on compare pareil l'acier et le titane, qu'est-ce qu'on peut dire sur le titane? Alors le titane, il serait plutôt comparable avec l'aluminium parce qu'il a le même défaut finalement. C'est-à-dire qu'il est moins capable mécaniquement, donc on en met plus. Par contre, il est très léger, donc c'est un peu moins impactant. D'accord? On a oublié de dire 2 choses sur l'aluminium et le titane, c'est que tous les deux, ils sont résistants à la corrosion aussi, ce qui peut être un avantage par rapport à l'acier. L'acier seul doit être traité pour être le plus durable possible. D'accord? Donc on traite par des traitements, par des bains de phosphate et par ce qu'on appelle des cataphorèses. C'est une électrodéposition de peinture intérieure-extérieure qui permet de ne pas avoir l'acier directement exposé aux éléments et donc de retarder sa corrosion. C'est jamais à 100% absolu. On n'a pas parlé de l'acier inoxydable, mais pour le coup, l'acier inoxydable, ça sera un peu le meilleur des deux mondes pour ceux qui veulent rester en acier, mais c'est très cher et c'est plus délicat à souder, tout comme le titane. Le titane, un autre désavantage, c'est sa grande hétérogénéité, et donc c'est parfois un peu plus difficile de sélectionner une bonne qualité de titane, d'accord ? C'est aussi pour ça que vous avez l'offre titane, elle est vaste, c'est-à-dire que tu peux avoir l'impression d'acheter la même chose des fois à 1 000 € et à 5 000 €, c'est-à-dire un cadre de vélo avec une géométrie approchante. Il y a une marque qui va faire des grosses quantités, qui va peut-être être moins rigoureux sur sa sélection de titane et donc s'exposer à plus de dommages ou de casse potentiels, parce qu'on va voir, c'est aussi un matériau qui est plus difficile à souder, qui demande d'avoir des soudures qui sont protégées quand on soude, etc., pour pas qu'elles soient polluées. Et puis la marque qui va faire des cadres à 5 000 €, il y a quelques marques américaines, hein, notamment 2-3 marques américaines. On a aussi des soudeurs de titane en France, je ne les oublie pas. Mais ces gens-là vont sélectionner leurs tubes un peu différemment, etc. Donc c'est aussi le coût initial, même si dans tout vélo, le coût de matière est finalement assez faible par rapport au prix de vente d'un cadre, ça joue quand même un rôle. Voilà, donc on a plus de risques, on s'expose à plus de risques en choisissant le titane parce qu'il faut avoir une sélection rigoureuse et il faut avoir une mise en œuvre rigoureuse. Elle est plus contraignante. D'où le fait que le titane est plus cher que l'acier. Ouais, c'est plus compliqué de souder du titane que de souder de l'acier. Très clairement. Mais c'est un peu, voilà, il se ressemble avec l'aluminium parce qu'on doit avoir des sections. Les vélos en titane ont des tubes plus gros. D'accord ? Oui, si tu te souviens bien, je pense que c'est 1 an et demi, peut-être 2 ans, on avait eu cette question sur les titanes, l'acier, et on m'avait un peu interrogé personnellement. Donc je suis allé au bout de la chose. C'est-à-dire que moi je fais des vélos en acier. J'ai créé le même vélo, strictement le même vélo, la même géométrie que mon MR4 que je fais en acier. J'en ai fait 3 en titane. Ça a mis du temps parce que
je voulais au maximum conserver mon esthétique que toi tu n'aimes pas avec mes tubes fins. Donc en fait j'ai travaillé beaucoup parce que forcément quand une industrie se développe, il y a une offre et on te dit tel tube, voilà, il y a des épaisseurs courantes, il y a des diamètres courants. Moi j'ai travaillé pour essayer de conserver une finesse sur les haubans que j'aime beaucoup, d'avoir des tubes qui soient pas, je voulais pas un tube diagonal de 50 mm, voilà, donc j'ai bossé là-dessus. J'en ai fait 3. Je confirme que de mon point de vue, il n'y a pas de matériau magique. C'est-à-dire que j'ai fait un MR4 en titane, il roule comme un MR4. Il a à peu près le ressenti est pas discernable. Si on fait les deux à la suite de l'autre, on ne va pas dire là c'était le titane et là c'est l'acier. Il n'y a rien de magique. Je continue de préférer l'acier. Voilà. Alors les vélos en titane ils roulent, il y a des clients dessus. Mais voilà, il n'y a pas de matériau magique, c'est ce qu'on en fait. Moi j'ai utilisé le titane, mais pour faire un vélo comme je le fais habituellement, en recherchant le même résultat. Mais je suis allé au bout, c'est rigolo. Je l'ai fait parce qu'on en avait parlé sur le podcast. Et donc c'était intéressant. Après, aujourd'hui, le titane, voilà, quand on veut faire des mini-productions ou des plus grandes productions, là c'était Chine. Donc c'était aussi une expérience de travail avec la Chine, ce que je n'avais jamais fait. C'est pas quelque chose que je souhaite poursuivre. Il n'y aura pas de série. Il n'y aura pas de suite. Non, il n'y aura pas de suite. Mais c'était intéressant de l'avoir fait. J'en ai gardé un pour l'instant que je vendrai certainement, mais qui permet aussi aux gens à l'atelier d'en prendre un en acier, de prendre un en titane, et de voir que finalement il n'y a pas. Enfin, si je leur bande les yeux ou si le vélo est peint, recouvert, ils ne peuvent pas faire la différence. Intéressant. Et soit dit en passant, ton vélo, c'est pas ton vélo taf, mais le vélo avec lequel tu te déplaces quand on se voit à Gironde est magnifique. Oui, mais l'acier permet ça. Voilà, la peinture, le setup est juste parfait. Moi, j'avais une question sur si on avait à classer différents matériaux. Donc là, on parle de l'acier, mais l'alu, le carbone, le titane, pourquoi pas, on parle pas du bois, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer l'acier et le bois? Non, c'est deux choses. Enfin, est-ce que ça serait comparable comme on l'a fait, l'acier, l'acier, le carbone, le bois, c'est pareil, il y a titane. plein de nuances de bois, donc les fibres entre un résineux, un feuillu, c'est pas du tout la même chose. C'est un composite, le bois. On avait fait un épisode entièrement sur le bois. Le bois est un composite, d'accord? C'est le composite naturel de référence. Voilà, donc il y a des fibres et il y a de la résine. C'est la même chose que dans du carbone, quasiment, voilà. Est-ce qu'on peut comparer Alors, on peut comparer du point de vue, on fait un véhicule qui s'appelle un vélo. Donc, est-ce qu'il y a des vélos en bois performants? Oui. Est-ce qu'ils sont plus lourds qu'un vélo en carbone? Oui. Le meilleur vélo, c'est celui sur lequel tu roules, quoi, in fine. Donc, tout ça, c'est aussi par sa perception, par son attachement à un matériau, par l'énergie qui dégage. Tu sais, souvent, dans les épisodes, on mentionne de manière positive l'effet placebo. Tu roules plus vite sur un vélo qui te plaît. Comme tu joues mieux d'un instrument qui te plaît, c'est la même chose en fait. Donc moi c'est l'acier qui me parle, voilà. Inconsciemment, j'ai toujours mais même si j'ai ce pragmatisme et cet œil de technicien ou de scientifique, je pense que dès que je pose mes fesses sur un vélo en carbone, j'ai un a priori négatif parce que ça m'attire pas. Et pourtant, tu vois, je vais essayer de dire ok, est-ce qu'il roule bien? Donc je travaille, je vends j'ai monté un vélo donc en carbone, donc j'ai une sélection de produits en carbone qui correspondent à ce que j'aime, qui sont produits de la façon qui me convient et qui sont distribués par des gens avec qui je m'entends bien et qui font bien leur travail aussi. Donc j'ai toujours ce même principe de sélection, mais moi, je me ferai jamais le même vélo que toi. Voilà. Il m'attire pas. Quand je le vois, j'ai pas envie de monter dessus. Il y a cette curiosité d'un ingénieur, on va dire. Ok, je vais essayer, je vais regarder, je vais le mettre dans telle situation. Mais ça m'attire pas. J'ai envie de rouler sur un vélo en acier. Quand j'en vois un, même un vieux, je me dis tiens, ça attise ma curiosité. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Et si on avait, après, on parlera des pratiquants. On mettra un mot ou un pratiquant en face de chaque vélo, mais si on pouvait juste pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, juste pour essayer de faire un ordre croissant de prix, c'est-à-dire là, dans les 6 matériaux, si on parle acier, alu, carbone, titane, bois, le cadre, le moins cher. Alors, ça sera quasiment toujours le cadre en aluminium. Donc le cadre en alu sera le moins cher. Ça sera le moins cher. Ensuite, est-ce qu'on a quoi? On a l'acier, le carbone, le bois. Ensuite, ça sera l'acier, ensuite le carbone, ensuite on aurait pu mettre, mais le bambou, il n'y a pas d'offre vraiment commerciale, on va dire. Il y a des artisans, mais il n'y a pas vraiment d'offre commerciale. Le bois, il y a une petite offre. Il y a quelques marques qui ont, au-delà des artisans, il y a quelques marques qui produisent en bois. Donc c'est encore relativement cher, c'est certainement au même niveau qu'un titane in fine. Voilà, titane et carbone vont jouer
en fait, la gamme de prix du titane et du carbone est large parce que tu vas trouver du carbone pas cher, type générique, etc. Et tu vas trouver aussi du titane pas très cher. Oui, après, si tu rentres dans les détails. Tu as des cadres en titane à 1000 € et tu as des cadres en titane à 5500 ou 6000 €. Voilà. Okay. Un cadre en acier, le moins cher va coûter. Je vais donner les prix comme ça, c'est parce que l'éventail est large, donc c'est difficile de classer matériaux. Mais un cadre en acier, tu vas en trouver un aussi. Tu vas trouver des cadres basiques à 5. Je parle que du cadre, hein, 500 €. Et puis un cadre d'artisan, c'est plutôt 2500, 3000 €. Voilà. Un cadre en titane, 1000, 5000 ou 5500. Un cadre en carbone, je pense que tu peux trouver des cadres génériques sur internet en carbone, pareil, à 600-700 €. Et puis, ma foi, tu as des cadres qui coûtent plus de 5000 aussi, hein, sans trop de problème. L'aluminium, je pense que tu vas pouvoir trouver des choses moins chères que ça, probablement à 250-300 €. Est-ce qu'il y a des cadres en aluminium très chers haut de gamme? Peu sur le marché, là tout de suite j'y pense pas. Mais il y a des cadres aux alentours de 1500-2000 € aussi, mais plus cher que ça, j'ai pas idée, non. Et si on va sur la durabilité, c'est-à-dire pareil, sur les matériaux dont je t'ai parlé, l'alu, l'acier, le carbone, le titane, le bois, lequel va être le plus durable? Alors après, à entretien égal, à... Alors on parle pas d'environnement, on parle de durabilité dans le temps. Durabilité dans le temps, ouais. En tout cas, celui sur lequel on a le plus d'expérience, c'est l'acier. Les plus vieux cadres de vélo sont en acier aujourd'hui, donc on va lui laisser cette couronne-là. Et puis quand on aura produit des cadres en titane pendant la même durée qu'on produit des cadres en acier, peut-être qu'on pourra dire le titane tient aussi longtemps. C'est des matériaux. Enfin, le carbone le carbone, l'aluminium. Il est possible de garder du carbone, de l'aluminium, du titane certainement aussi longtemps. Est-ce que dans tout ce temps de vie, ils conservent leurs caractéristiques mécaniques? Il y a moins d'évidence là-dessus. Et puis encore une fois, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est ingénierie mis en œuvre, elle a un impact sur cette durabilité qui fait que c'est très difficile d'être complètement d'être complètement ferme sur ce sujet-là, parce que il y a trop de variabilité dans les paramètres. Après, voilà, encore une fois, les vélos les plus anciens sur lesquels on peut encore rouler, ils sont faits en acier. Donc, par goût personnel, mais aussi par ce constat-là, je pense que l'acier, aujourd'hui, en termes de durabilité dans le temps, il a pour l'instant le numéro 1. Et ce, malgré son désavantage vis-à-vis de la corrosion. Et si on met un pratiquant en face chaque matériau, alors moi j'ai deux anecdotes sur ça, hein. C'est que, à ma grande surprise, le deuxième qui a terminé Gralps il y a quelques semaines, donc Gralps c'est une épreuve que l'on organise comme les Race Cross Series et qui traverse pendant 800 km, 8 à 900, tout dépend des autorisations et des parcours et des feux qui sont déclarés, donc on est obligé de modifier, mais 900 km à travers les Alpes. Donc tu traverses une première fois les Alpes de la partie Suisse-Italie et ensuite la partie italienne française pour arriver entre Crans-Montana et Mandelieu. Bien, le deuxième qui a franchi la ligne d'arrivée avait un vélo en bois qu'il se fait lui-même, d'une valeur de 2000 €. Et le mec, il est arrivé devant, voilà, enfin juste derrière le premier, bien évidemment, mais grosse performance en tout cas avec un vélo en bois, en toute modestie, donc c'était assez intéressant, ça a interpellé beaucoup de monde. Et puis, je reviens également sur Race Cross France, qui a été gagné par Jonas cette année, qui a complètement revu son matériel et qui avait cette année un vélo acier. Oui. Entièrement revu avec un pédalier acier. Voilà, donc on fera un épisode sur Ultra Talk avec Jonas sur les coulisses, parce qu'il a gagné seul sur son vélo, mais il y avait une équipe derrière. J'en ai discuté avec Loïc. Ouais. Très intéressant. Mais voilà, je voulais juste parler de ça. Mais donc le retour il faut que je contacte Jonas d'ailleurs. Le retour de l'acier. Mais voilà, si on mettait en face chaque matériau un participant. Donc l'acier, ça serait quoi? Ça serait un bikepacker, ça serait un coursier, ça serait un vélo taffeur. L'acier. On fait du lieu commun et de la caricature là. On est d'accord, hein, parce qu'en fait, tu viens d'expliquer qu'en fait, ça n'avait rien à voir, in fine. C'est-à-dire que moi, j'étais au départ du 1000. Oui. Sur les 370 participants, il y avait 320 vélos en carbone. Grosse maille. Oui, non, mais c'est... D'accord. Il y avait 4 vélos en acier et le reste de l'aluminium. C'est ahurissant. Et c'est un acier qui gagne. Ok. Alors moi, j'étais au départ de la 1000, pardon. Jonas, elle a fait la 2500, mais on va dire que les proportions, elles doivent être pareilles. Je n'ai pas vérifié, mais Lucas, peut-être que Lucas le deuxième, mais peut-être aussi sur un acier carbone. Ouais. Donc,
est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Ce qui change, c'est l'humain qui est sur le vélo, hein, avant tout. Voilà. Et avec quoi il est mieux, lui, c'est ça qui donne la performance, c'est cette alliance. Donc, bien sûr, il y a des lieux communs. Le cyclosportif, il est sur du carbone. Voilà. Net. Clair et précis. Oui, il y a la force du marketing derrière aussi. Mais, voilà. Alors, j'enlève ça, j'en ai parlé. Tout ça, ce qui structure en fait. Tout ça, c'est l'industrie qui le structure. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire du cyclosportif avec un vélo en acier? Oui. Est-ce qu'on peut faire du bikepacking avec un vélo en carbone? Est-ce qu'on peut faire la race à cross avec un vélo en carbone? En bois? Oui. Oui et oui. Donc, on peut mettre des archétypes aujourd'hui. Voilà, les modes, les tendances qui, encore une fois, sont façonnées tant parce que l'industrie émet et parce que les clients interprètent. Bah oui, on se dit, ah tiens, je vais faire du bikepacking, je vais plutôt prendre un vélo Et des fois, c'est fou, hein, c'est-à-dire, le gars, ouais, je prends un vélo en acier, comme ça, si je suis au bout de la Mongolie, un mec, il peut me le ressouder. Non. Mais déjà, si tu casses ton derrière, tu trouveras pas ton derrière GRX au bout de la Mongolie. Donc, en fait, il n'y a pas de vérité. Le bon vélo, c'est celui que tu as et que tu roules, et sur lequel tu te sens bien. Donc, c'est très difficile. Le vélo en bois, c'est une part infime du marché aujourd'hui. Donc, il n'y a pas l'archétype du cycliste avec un vélo en bois. Et moi, je trouve quand même que c'est pareil. On façonne cet archétype, mais il n'y a pas d'archétype du gars avec un vélo en acier. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus vers moi avec des vélos en carbone pour faire du cyclo sportif et qui venaient me chercher un vélo en acier en disant c'est un deuxième vélo, les copains m'ont dit que le gravel c'était rigolo. C'est un deuxième vélo qui, au bout de 2 mois, ont vendu le carbone et ils font tout avec leur vélo en acier. Et ils font la même chose que ce qu'ils faisaient avant. Plus rapide, souvent, parce que peut-être plus accessible. Donc, je suis pas pour ces stéréotypes, en fait. Bon, voilà. Alors, mais c'était intéressant d'avoir ton avis, comme toujours, sur ça. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'acier a des désavantages par rapport aux autres matériaux. C'est qu'on le voit revenir, effectivement, on en parle. La preuve, on fait un sujet exclusivement sur cet épisode. Et puis, je les invite à aussi aller sur ton site pour regarder les MR4, les différents coloris que tu peux proposer. Il y a très belle communication que tu fais parfois avec, je pense notamment à la communication qui avait été faite avec Alpine. Oui, on essaye de faire des pas de côté sur la communication. Il y a un bruit de fond énorme aujourd'hui. C'est très difficile pour une petite marque de se distinguer. Donc, on fait des choses avec le cœur qui sont parfois un peu différentes. Et puis, si tu me permets, je vais dire en conclusion, j'invite tous les gens à essayer en fait et à se documenter parce que c'est pareil, un vélo en acier, c'est pas juste un vélo en acier. Un vélo en acier avec une marque de tube Reynolds, c'est pas juste un vélo en acier Reynolds parce que Reynolds, il y a 10 nuances d'acier différentes, il y a 10 épaisseurs de tubes, il y a 10 séries. Donc en fait, documentez-vous sur ce que vous achetez. Intéressez-vous en fait, à votre vélo. Faites-toi la carte, choisissez les matériaux. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la capacité de compréhension pour aller distinguer ça, à minima, essayez les vélos parce que c'est là qu'on connecte pas. Et puis quand on va essayer, la plupart du temps, on rencontre les gens derrière les vélos. Et pour moi, c'est une partie importante de ce qu'on achète aussi. Vous allez sur les hauteurs de Clermont, prenez une journée, vous allez sur les hauteurs de Clermont. En plus, le parcours que tu avais tracé était avec les volcans, enfin c'était c'était tracé par un copain, Tony, que j'embrasse, voilà. À magnifique. Tu dis connecté, moi effectivement j'ai rencontré, je pense notamment à ces deux cyclistes qui avaient roulé toute la nuit pour venir à la journée que tu avais organisée, tout à fait. Et leur vélo était superbe. C'est l'avantage. Ils ont beau setup. Et en plus, il y en a un avec lequel j'ai été roulé. Valentin, on t'embrasse aussi. Valentin, on t'embrasse. Tu m'as fait très très mal dans cette ascension où franchement je me suis même dit à un moment donné mais où est le moteur dans son vélo quoi. Tellement il n'y a pas de moteur. C'est lui le moteur comme tu dis, c'est lui le moteur, mais en tout cas voilà, je pense que ça casse les codes. Renseignez-vous sur l'alu, renseignez-vous sur l'aluminium, renseignez-vous sur l'acier, renseignez-vous sur le carbone avant de choisir votre vélo et peut-être que ça va casser des codes et que vous auriez aimé parce que visuellement les professionnels ont un carbone, mais peut-être que vous allez vous dire non, moi le vélo qui me convient c'est un acier avec tel montage et là vous vous rapprochez de JP, vous aurez un super vélo. Un grand merci à toi JP sur cet épisode et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci.